Grégory Herp, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc, tu es vraiment parti au Cambodge et tu en es vraiment revenu. La preuve. Mais le Cambodge, c'est plus ce que c'était parce que quand on faisait l'Indo, on revenait avec des maladies au minimum, mais toi, même pas ça, quoi. Non, je suis En en bonne santé. Encore plus propre santé. que avant que tu partes, même. Voilà. En fait, tu as été dans un sanatorium en Suisse, tu peux le dire. Ça lave l'âme, on va dire. Donc, alors, tu t'es retrouvé au Cambodge. Alors, où ça au Cambodge? Parce que c'est grand. Alors, je me suis retrouvé au Cambodge, à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh, la capitale, dans les écoles à Pichandara, créées par Tina Kiefer. Donc, une école, un collège, un lycée, lycée professionnel avec L'Oréal. Il y a un internat également, voilà, toute une structure organisée et créée par Tina Kiefer depuis 10 ans. Voilà. Donc, ta mission, c'était photographier quoi? Bon, on va dire les petites filles, mais alors, aux âmes tordues, on envie d'aller ailleurs. Absolument. Donc, qu'est-ce que tu as vu, en fait, là-bas? Bon, je devais évidemment photographier la vie des écoles, donc les petites filles, les écolières, effectivement, les écolières qui vont, je crois que les plus jeunes doivent avoir 6 ans, jusqu'aux lycéennes qui ont 15-16 ans, mais aussi justement les bâtiments, la vie autour, parce qu'il y a plusieurs petits villages sur des chemins de terre comme ça, très très pauvres, avec les familles de certaines de ces écolières, et donc montrer également d'où viennent ces enfants, quelles auraient été leur vie sans ces écoles, parce que beaucoup de ces enfants travaillent dans les champs, pour pas grand chose évidemment, dans des conditions très rudes, et puis photographier voilà, la capitale aussi, Phnom Penh, voilà, beaucoup de choses en fait. Alors, il y a une anecdote, il y a une petite fille qui venait d'arriver et pour des raisons assez tragiques. Oui, voilà. Elles sont en général tragiques, de toute manière. Oui. Non, mais c'est là où ces écoles à Pichandara sont une œuvre importante dans cette région et louable. C'est que, effectivement, cette petite fille qui est arrivée lorsque j'y étais, le père avait tué sa mère, elle se retrouvait évidemment sans rien. C'est l'école qui l'a recueillie, elle est maintenant dans l'internat. Elle a commencé la scolarité offerte par l'école, et donc elle va pouvoir être sauvée entre guillemets d'un destin qui aurait été plus que compromis, parce qu'une petite fille orpheline dans ces pays-là, c'est pas simple, évidemment. C'est déjà pas simple quand on a une famille autour de soi. Donc là, ça aurait été très très dur pour elle. Là, elle a une chance de s'en sortir, d'acquérir une instruction, un métier plus tard. Alors, au-delà du travail photographique, c'était la première fois que tu allais au Cambodge. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti voilà, une extrême pauvreté, une extrême misère dans ce pays, mais une très très grande dignité de ce peuple. Voilà, les gens sont très souriants malgré la pauvreté, ils sont très accueillants. Ils n'hésitent pas à aller vers vous, mais ils vous laissent venir aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez... Enfin, on l'a perdu, ça, en Europe. Chacun cloisonne un peu autour de soi. Ouais. Là-bas, les gens sont très accueillants. Très accueillants. Il y a vraiment cette philosophie de la porte ouverte. Voilà. J'ai pu aller vers les gens sans souci. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai demandé est-ce que c'est un petit peu compliqué, est-ce que c'est dangereux de me balader avec mes appareils photo dans Phnom Penh, mais aussi dans les villages très reculés, parce que je me suis souvent aventuré sur des chemins où il n'y avait absolument personne, quoi. Enfin, il n'y avait rien d'autre. C'est la curiosité qui menait le jeu. Ouais, c'est ça. Et puis on m'a dit, bon, peut-être fais un peu attention à tel endroit ou tel autre. Mais finalement, j'ai eu aucun problème. Les gens toujours très, très accueillants. Et puis, comme je le fais toujours, j'expliquais pourquoi j'étais là, quel était mon but. On parle encore français, puisque pour expliquer... Non, parce que ça devient... Enfin, mon cambodgien est pas terrible, mais le tien... Non, le khmer, non, je sais dire merci, c'est tout, Rankoun. À ça... part ça, rien d'autre. Et non, le français a quasi disparu. Il y a vraiment de très très vieilles personnes qui parlent encore un petit peu le français, mais sinon les jeunes ne le parlent plus. L'anglais a pris la place. La place de choix, parce qu'il y a tellement de touristes maintenant dans Phnom Penh que tout le monde parle plus ou moins l'anglais. Voilà. Par contre,
au sein de l'école à Pichandara, les élèves apprennent et l'anglais et le français. Les lycéennes, les filles qui ont 14, 15, 16 ans, parlent déjà un français de très bonne qualité. Donc ça c'est bien. Alors, je vais dire une grosse connerie, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais maintenant que l'Angleterre est partie de l'Europe, à nouveau, on va parler français comme langue de travail au Cambodge. Je ne sais pas. Je pense que là, le retour en arrière est impossible. L'anglais a vraiment pris cette place, comme partout dans le monde d'ailleurs. Hein, ce serait pas mal d'ailleurs qu'on suive un peu l'exemple des écoles là-bas qui apprennent l'anglais. Vers 6 ans déjà, 7 ans, les filles apprennent l'anglais. Ce serait pas mal qu'en France, les gamins apprennent l'anglais très très tôt et pas à partir du collège. Parce que c'est déjà trop tard pour apprendre de façon très très correcte une langue. Voilà. Plus c'est appris tôt, mieux c'est. Mieux c'est pour les gamins, évidemment. Et c'est incontournable aujourd'hui. Oui, mais enfin, il faut se méfier aussi, parce que là, on va faire un pas de travers. C'est que une langue, c'est aussi un mode de société, une représentation mentale de la société. Et quand on apprend l'anglais, ce qu'on nous apprend maintenant, c'est pas l'anglais, c'est le globish, le global English, et ça n'est pas Byron, ça n'est pas Shakespeare. C'est pas Byron, donc Shakespeare, il faut se méfier aussi de ce les langues qu'on transmet. Elles sont aussi des modèles sociaux. Voilà. Donc on va repartir au Cambodge. Est-ce que tu as eu 15 jours pour le faire, ton travail? Est-ce que tu considères qu'il est fait? Et est-ce que tu souhaiterais retourner là-bas Si je peux retourner là-bas, je le ferai avec grand plaisir, oui. Maintenant, je pense que j'ai vraiment couvert tout ce que je devais couvrir. J'ai pris des photos. J'ai vraiment pris le temps à chaque fois. J'ai pris le temps dans chacune des classes de l'école. Et puis j'ai pris le temps autour aussi, justement, de partir. Je partais en VTT souvent, comme ça, un peu au hasard sur ces petites routes. Enfin, on peut même pas appeler ça des routes, c'est vraiment des chemins de terre complètement défoncés et puis, qui suivent comme ça le fleuve, généralement. Avec les villages qui suivent la route le long du fleuve, et de temps en temps tu t'enfonces un peu dans la nature, dans la campagne comme ça, et tu tombes sur un petit village, pareil, toujours en enfilade. Là j'ai vraiment pris le temps d'aller à la rencontre de ces gens-là et de ce peuple. Ouais, donc j'ai pris beaucoup de photos de la façon dont ils vivent, de la façon dont ils travaillent aussi. J'ai eu un panel assez large des occupations de ces gens-là. Voilà, ils travaillent beaucoup le bois, des choses comme ça, beaucoup de plantations de jasmin notamment. Voilà. Très intéressant. On travaille avec les bêtes aussi, il y a beaucoup de vaches. Buffles Oui, c'est ça, les fameux buffles qu'on peut trouver là-bas. Et puis quelques pêcheurs. Il y a des paysages de rizières j'ai pas vu de rizière, moi. Pas là où j'étais en tout cas, mais j'ai eu beaucoup de plantations de jasmin, surtout. Écoute, on a ramené des colis entiers. Une valise entière. Donc, ça, la vente aux enchères de ces photos se fera à Paris. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle en octobre ou en novembre, oui, je pense que on n'a pas encore la date. La date n'est pas arrêtée. Il faut que je travaille un peu les photos là maintenant. Avec Tina, on va organiser tout ça. Il faut qu'on trouve le lieu précis où nous ferons cette vente aux enchères. Et puis après, voilà, ça va rouler. Et puis tout l'argent à 200% récolté ira au profit de ces enfants là-bas et de l'école. Parce que c'est une organisation, mais vous n'imaginez pas, quoi. Quand on s'occupe de 1000 enfants, 1000 élèves, comme ça, un peu plus même, et tous les ans il y en a une centaine d'autres qui arrivent supplémentaires, c'est très très lourd. C'est une logistique très lourde, il y a beaucoup de choses à payer, les professeurs bien sûr là-bas, la nourriture, parce qu'il faut nourrir toutes ces filles tous les jours, les uniformes, enfin tous les locaux bien sûr. L'électricité L'électricité, oui. Parce qu'il y en a. Bien sûr, non mais il y en a, ils sont sans cesse en fait en train de penser à des choses
supplémentaires au sein de ces écoles qui pourraient encore améliorer et la vie de ces petites filles et leur instruction et leur bagage finalement pour leur vie future. Donc c'est très intelligent, très courageux aussi dans cette région où il n'y a pas grand chose, mais tout ça, ça demande énormément de moyens. Donc voilà, cette vente aux enchères sera un moyen de récolter des fonds. J'espère que d'autres projets derrière verront le jour. Alors, pendant ce temps-là, à Moscou, il se passait des trucs. On t'attribuait un prix pour des photos sur les gitans d'ici. Voilà. Alors raconte-nous, donc comment ça se fait que tu savais déjà que tu participais à un concours en Russie ou... Ah oui, ça je savais que j'étais en lice là-bas, mais bon, j'ignorais que j'aurais un prix. Bon, c'est un très gros concours international, hein, le MIFA, c'est le Moscou International Photo Award, uniquement pour la photographie, et qui donne des prix dans tout un tas de catégories différentes. Beaucoup de... il y a beaucoup de lauréats. Hein. Moi, j'ai eu un prix. C'est pas le grand prix, mais c'est un prix, donc je suis content. C'est une reconnaissance, en tout cas à l'étranger, internationale, qui est agréable. Surtout pour un travail que j'ai fait ici, donc là où j'habite maintenant. Ouais, donc Perpignan, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Non, mais s'il y a des gens, ils ont l'air de l'ignorer, c'est pour ça que c'est bien de le rappeler. Effectivement. C'est amusant de voir qu'on reçoit des prix ailleurs, très très loin parfois. Ouais, on n'est jamais prophète en son pays, mais enfin si loin, quand même, ça fait loin. Quoi. Oui, non, mais si j'étais né à Perpignan, je crois que la mairie m'aiderait peut-être un petit peu plus. Non, rassure-toi, elle te ferait aussi un bras d'honneur. Ah, tu crois? Je sais pas. Si tout est prétexte. Je crois que c'est un peu la mentalité locale, ça. Il faut faire partie du sérail pour avoir une certaine reconnaissance et de l'aide. Voilà. C'est pas grave, hein, moi je suis pas d'ici, donc je continuerai à travailler ici et à montrer Perpignan et la Catalogne ailleurs à ceux qui en ont finalement quelque chose à faire, peut-être petit peu plus que ces gens-là, qui tournent en rond. C'est dommage, mais ça les regarde après tout. Hein. Donc, alors, la question c'est quoi la prochaine mission? Alors, prochaine mission. Là, j'ai deux projets, deux gros projets en tout cas. L'un qui est de continuer justement mon travail sur les gitans, mais au niveau européen cette fois-ci. Donc là, je suis en train de monter un dossier pour avoir des aides de l'Union européenne justement, pour aller photographier les gitans, un petit peu dans les pays de l'Est, mais pas trop parce que ça c'est trop évident. Oui. Donc c'est un peu déjà vu. Ouais, voilà. Donc le ça m'intéresse gitan pas de trop. l'Est. Exactement, mais plus en Scandinavie. Et au Pays de Galles, notamment. Voilà. Là, les gitans vivent très différemment du sud de la France ou des pays de l'Est. Il y a des images très très intéressantes à faire. Sociologiquement, c'est super intéressant à aller regarder, à aller voir, et puis de ramener un témoignage sur une communauté qui peut être très très différente des images qu'on a, comme ça, caricaturales parfois. Voilà. Ça c'est le premier. Le deuxième, alors là c'est une organisation encore plus lourde. Il va me falloir des fonds là encore une fois. Tu iras pleurer, jouer de la guitare, tout ça. Peut-être devant l'hôtel de ville de Perpignan. Donc là je veux aller en République de Sakha. Donc c'est une république qui appartient à la Russie, en Sibérie. Voilà, où je vais aller photographier des femmes qui ont un destin assez compliqué parce que les coutumes locales sont particulièrement rudes pour les femmes. Voilà, c'est un endroit du monde où on peut être saoulé de force, violé, kidnappé, séquestré, et puis au bout d'un moment, on est légalement l'épouse de celui qui vous a gratifié de ses gentilles intentions. De ses intérêts. Donc très 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 dur. Là j'ai envie de faire un beau reportage là-dessus. Un témoignage surtout, parce que c'est une région du monde dont on ne parle absolument pas. C'est en Sibérie? Ouais, c'est en Sibérie. Voilà, pour situer un peu, parce que la Russie c'est grand finalement. C'est très grand, et la République de Sakha, c'est un territoire que personne ne connaît, mais qui est quand même 3 fois grand comme la France. Voilà. Enfin, il y a la taïga, la toundra. C'est ça. Je veux dire, il y a que les rennes qui s'en préoccupent. Quoi. Exactement.
Bon, ben Grégory Herp, merci et C'est moi qui te remercie, Nicolas. à bientôt pour les suites de tes aventures. À bientôt.